Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Anciens. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un humoriste, un acteur, un entrepreneur. Il est passé par le Jamel Comedy Club. Je vous présente Morad Katebe. Merci Morad Comment d'avoir on va? répondu à cette invitation. On est honoré de Merci à t'avoir. toi. Si tu le veux bien, on va revenir sur ton parcours, sur ta vie. Qu'est-ce qui fait que tu es l'homme d'aujourd'hui? Si ça te va. Donc ma Avec première plaisir. question, ce sera où est-ce que tu es né, dans quelles conditions tu as grandi? Moi, je suis né à Nanterre, plus précisément au Petit Nanterre, dans un quartier qui s'appelle les Pâquerettes. Et en vrai, j'ai vécu toute ma jeunesse là-bas, euh, jusqu'à 19-20 ans. J'étais là-bas. Donc, c'était une jeunesse incroyable. Franchement, les quartiers, c'est ouf. En fait, il y a tellement de choses positives et tellement de choses négatives. C'est ça qui est chelou dans les quartiers. C'est que on a une jeunesse incroyable, on a vécu plein de choses. On a fait des bêtises qui nous ont forgés, on a appris plein de choses et on n'avait pas beaucoup de choses. Donc c'est ça qui a fait qu'on était déterminés. Donc voilà, c'est tout. Parce que je peux te résumer un peu de mon quartier, de ma jeunesse. C'est à peu près ça, tu vois. Comment ça se passait à la maison? Dans quelles conditions tu étais? Alors moi, pour être honnête, moi j'ai grandi avec ma grand-mère. Euh, j'ai toujours grandi avec ma grand-mère. Mes deux parents, ils étaient décédés très jeunes. Ah ouais, Donc, comment? donc en gros, j'ai grandi avec ma grand-mère et un grand frère à moi. Un grand frère, franchement, c'était magnifique, tu vois. En fait, c'était moi ma grand-mère, elle a vraiment comblé un peu ce côté maternel et paternel, tu vois. Ça veut dire on a tous une grand-mère. Les grand-mères, c'est différent des mamans. Elles sont plus attentionnées, plus tu vois. Donc franchement, vraiment vraiment, j'ai manqué de rien. J'ai toujours été dans des bonnes conditions. Je l'ai su, ce que je disais, j'ai su à son décès qu'elle touchait 950 € par mois. Ça veut dire qu'en fait, je l'ai jamais vu ça. J'avais des paires de requins quand je voulais avoir des paires de requins, alors qu'on sait c'est quoi une paire de requins à 120 € à l'époque quand je faisais du 38. Tu connais la, Ouais. tu connais la fin de quand tu es 39 et pas 150 €, t'enlevais la semelle. Moi, j'ai enlevé la semelle, je coupais les ongles, je faisais tout pour rester à la 38. Mais on a vécu une vraie jeunesse, tu vois. Franchement, remplie de bienveillance, remplie d'amour, il y avait tout. Le combo, il était bon, quoi. Ouais. Et comment tu as vécu, le fait d'être orphelin, si on Ouais, peut dire ouais, ça, par rapport aux autres, quand tu vois que d'autres avaient leurs parents, comment toi tu le vivais? euh, c'est la chance que, en fait, ma grand-mère, elle a essayé au maximum de combler ça. Il y avait un truc un peu bizarre dans ma mif, c'est qu'on voulait pas trop en parler, tu vois. Donc, j'en ai pas souvent parlé avec elle et tout, parce que euh, elle était souvent, je suis ta mère, je suis ton père. Je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais en tout cas, elle voulait que, voilà, ne me parle pas de ta mère, ne me parle pas de ton père, je suis tout. T'inquiète, je vais compléter. Donc, vis-à-vis des autres jeunes, t'as quelques petits moments de malaise quand t'es jeune, tu vois, mais surtout vis-à-vis du père. Parce que moi, ma grand-mère, c'était ma mère. Quand on me demandait, c'était ma mère. Donc, il n'y avait pas de débat, pas de doute, tu vois, vis-à-vis du père, tu vois. Donc, ça a été compliqué. Et c'est l'aspect, tu vois, le parental, paternel qui était compliqué, tu vois. J'avais pas ça, et ça, c'est un autre level. J'avais mon oncle qui était mon subro-tuteur, c'est-à-dire qu'en vrai, ma tutrice, c'était ma mère, et mon oncle, c'était, on va dire, un peu le daron. Et donc, il complétait ça, tu vois. C'est-à-dire que, franchement, c'était un bon combo. Je sais pas la stratégie qu'ils ont fait
ma famille, mais j'ai senti que mon oncle c'était mon père parce qu'il venait me taper quand il fallait me taper, il venait m'effrayer quand j'avais des mauvaises notes. Et ma mère, elle avait le rôle de la maman, donc je l'ai senti sans le sentir, tu vois. Après, quand j'ai grandi, c'était autre chose. Quand je commence à avoir 16, 17 ans, je dis toujours, 17 ans, c'était ma pire. Tu vois, tu as eu un pic d'ado là où t'es une, où t'es une merde, j'ai envie de dire ça. Quand à 17 ans, je croyais que, en fait, je me suis fait tout seul. Tu vois, quand tu dis je me suis fait tout seul, personne m'a aidé. Voilà, voilà, moi, ma mère, mon père, truc, vous êtes des étrangers. Donc j'ai eu ce côté 17 ans où j'ai mal pris les choses, tu vois. Et donc en fait, après c'est revenu vite à la réalité, tu vois. Mais, euh, mais ils ont vraiment fait un taf. Mais mon oncle, des tantes à moi, ma grand-mère, pour que je manque de rien, moi et mon frère, et pour que en fait on essaye ils essayent de combler tous les petits manquements, tu vois. Ouais, je Voilà. comprends. C'est beau. Généralement, par expérience, j'avais des amis qui étaient orphelins et je me rendais compte à l'époque que comme ils étaient orphelins, bah, il y avait, on va dire, un peu tout le monde, entre guillemets, que ce soit même les voisins, la Ouais, cité, etc., surtout dans, on va dire, chez les rebeux, essayent on va dire, de s'occuper plus ou moins d'eux. Est-ce que ouais. toi, tu avais cette sensation? Totalement. C'était horrible. C'était Ah, horrible! horrible. Ah, Ouais, ouais, non, 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 c'était horrible parce que, en fait, c'est bien au bout d'un moment, mais au bout d'un moment, t'as envie d'avouer. Tu sais, en fait, quand tu fais une bêtise, t'as, moi, j'avais 10 tantes et 10 oncles. ah ouais. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y en a un qui arrivait, à chaque fois, il y en a, il me faisait la morale. Donc, en fait, pourquoi je dis c'est horrible? Parce que quand bah, ça va pas, moi, c'est toujours puissance 10, D'accord. comme dans le bon, comme dans le mauvais, tu vois. Donc, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Moi, j'ai mon cousin et mon oncle qui venait me taper, mon cousin il venait faire la leçon, il me parlait. J'ai un grand cousin qui est quasiment mon oncle, tu vois, là, je crois qu'il a atteint ses 50 ans, là. Donc, tu vois, c'est mon oncle, prof de maths. Donc, à l'école, Ah ouais. il me rendait ouf à l'école. Donc, pour l'école, il me rendait ouf. Donc, plus ma tante, plus une autre tante, plus. Donc, une bêtise, c'était. Ah, c'est tout le monde qui Ah était. ouais, conseil de classe, c'était. Et ce qui n'est pas le cas pour une personne lambda, tu vois, une personne avec son père, sa mère, son père est le courant, peut-être sa mère elle va rajouter une couche, et ça s'arrête là. Moi, c'était x8. Mais c'est vrai que dans mon quartier, il y a un côté un peu positif, t'es un peu l'enfant du pays, tu vois, t'es un peu l'enfant du quartier, tout le monde vient te voir, tout le monde voit si t'as besoin de quelque chose ou pas, tu vois. Mais ça crée, quand je suis plus grand, là, à cette heure-ci, ça crée quelque chose de un peu redevable un petit peu, tu vois. Les gens, ils te regardent, surtout quand, j'aime pas ce mot-là, un peu de réussite, où tu as avancé, où tu as eu une ascension un petit peu. Bah, par exemple, dans ma famille, maintenant, c'est moi le noyau de ma famille, de mes tantes, de mes oncles, de mes cousines, de tout le monde. Je suis au centre, à l'épicentre de tous les trucs. C'est-à-dire que quand ma tante elle va pas bien, bah c'est moi je vais aller la voir. Je dois aller lui acheter des packs d'eau, encore truc. Je dois aller voir ma tante à l'autre bout à Fréjus parce que faut que je dois aller la voir. Et ça se passe qu'avec moi. Tu vois, elle va pas dire à d'autres gens de leur. Il y en a des cousins et des cousines, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je suis au milieu de tout ça. Chaque fois, je- on aide à peu près ce qu'on peut aider tout le monde, tu vois. Alors qu'en vrai, quand les gens lambda, ça se raccourcit un petit peu. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est un petit critère. J'aimerais bien qu'on revienne sur ta grand-mère aussi pour Ouais. lui rendre hommage parce que bah, tu dis des bonnes choses sur elle. Est-ce que tu peux nous dire si tu le sais, comment, si jamais elle est arrivée de l'étranger ou si elle est née en France, comment s'est passée son arrivée en France? Euh, ce qui est drôle, bah,
Ce qui est drôle, alors comment elle arrive en France? Elle était avec mon grand-père. Euh, Elle arrive à l'époque des bidonvilles de Nanterre. Bidonville de Nanterre, fallait venir après la guerre. Pendant la guerre, ils ont appelé mon grand-père pour, bah, comme tous les Algériens, pour refaire un peu les routes, pour faire les. Donc, ce qu'il disait que ma grand-mère, c'est qu'elle me dit, elle était partie pour revenir. Tu vois, c'était comme moi, je vais vivre à Marrakech, en même temps, je suis là sans être là. Je sais que peut-être que je vais repartir ou, tu vois, mais tu me vois pas à Marrakech pendant encore 20 ans, 30 ans. Peut-être, hein, peut-être que je vais finir là-bas, mais c'était un peu le même délire. Mais elle, pour travailler, surtout mon grand-père pour travailler. Donc, elle arrivait dans les bidonvilles de Nanterre et, ce qu'elle me racontait, ensuite, elle est arrivée dans les HLM. Ce qu'elle me racontait, c'est que à l'époque, et les bidonvilles de Nanterre, c'est le plus grand bidonville. Et pour passer aux appartements, aux HLM, en fait, ils allaient dans les bidonvilles et ils allaient visiter les appartements. Plus ils sont propres, plus on pouvait les reloger. D'accord. Tu vois. Et elle me disait qu'elle faisait partie des premières à habiter dans les appartements. Parce que, en gros, tu vois, l'hygiène, elle était respectée. Ah Tu ouais. vois. En fait, ils te relogeaient si l'hygiène, si tout était propre, tu vois. Donc voilà, elle a quand même fait, machallah, je crois, douze enfants, Ah tu ouais. vois. Donc, et voilà. Et après, c'est devenu, tu vois, c'est devenu un peu l'icône. Je te jure, hein, elle est décédée, Allah yarhamha, mais vraiment, Non. mon, mon inspi d'humoriste vient vraiment d'elle. Vraiment très drôle. Tu vois, elle est vraiment très drôle parce que dans le quartier, c'était vraiment, tu vois, c'était vraiment différente. Tu vois, il y a les grand-mères qui sont dans leur coin et trucs, mais tu vois, la porte, elle était ouverte à la maison, tout le monde pouvait entrer, elle avait la vanne. Tu vois, je me rappelle, elle me racontait, un jour, il y a une voisine, une blanche, elle lui dit, ah, ouais, vous avez quand même beaucoup d'enfants, madame. Elle lui dit, oui, c'est pour la CAF, nous, on fait ça. Tu vois. Et elle aimait bien, tu vois, avoir de la répartie, un peu secouer un peu les gens, tu vois. Donc, voilà. D'accord, c'est beau. En gros, ta grand-mère, elle a été relogée en HLM en priorité parce qu'elle faisait partie, entre guillemets, des gens les plus propres. C'est C'est ça, ça. c'est ça. Parce que, ouais, c'était une condition de la mairie. D'accord. C'était une condition de la mairie pour que, tu vois, fallait, entre guillemets, éduquer les mecs les gens dans les bidonvilles pour leur dire, si vous voulez habiter dans un truc un peu plus propre, voilà, faut se doucher, faut nettoyer, faut faire les lits pour pas que c'est le bordel là-bas. D'accord. C'est beau. Ah, tu dis que ton inspiration elle vient un peu d'elle. Est-ce que, hormis l'anecdote que tu viens de me dire sur la CAF, est-ce que tu en aurais d'autres, pas avec à la cité, avec tes potes, avec ta grand-mère? Est-ce que tu as des trucs qui te reviennent, qui t'ont fait rire et qui t'ont inspiré, tu vois? D'elle, moi, franchement, trop de choses. Il y a trop de choses. C'est-à-dire elle a été, elle est drôle avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je pourrais dire comme anecdote intéressante? Je sais que avant qu'elle parte là au bled, elle disait au revoir à tout le monde, tu vois. Et ça, c'est une anecdote pas forcément drôle, mais elle disait au revoir dans mon quartier à tout le monde jusqu'à dire au revoir au bâtiment. Elle a dit au revoir au bâtiment, mais comme si elle savait qu'elle allait pu revenir parce qu'elle est décédée au bled. D'accord. Et tu vois, elle avait dit au revoir à tout le monde dans dans l'association de mon quartier. Elle est partie voir les voisins, les trucs, tu vois. Et, et avant qu'elle parte, c'est truc un peu du bled. Elle touche le bâtiment, elle dit Salam, mais je reviens dans 2 mois, fais attention à Mourad, devant moi. Alors moi j'étais petit, j'avais 19-20 ans, tu vois. Et elle lui dit fais attention à Mourad, à un bâtiment. Je dis voilà, je dis à ma mère, je dis maman, c'est vraiment folle. Et après, voilà, tu vois. Donc c'est des petites anecdotes, tu vois, mais il y en a trop, tu vois.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton oncle, celui qui aussi qui était proche de toi Ouais. et qui te cadrait, on va dire? Bah, mon nom qui s'appelle Nabil, qui est un nom qui a vraiment passé du temps à l'éducation. Tu vois, je pense que il a contribué énormément parce que en fait, c'est une personne. euh, je pense que sans lui, il y aurait eu- j'ai vraiment eu le côté paternel. Et, et ça, il m'a, il m'a stabilisé, tu vois. On a besoin d'avoir peur un petit peu, parce il a pas fait que ça, il m'a pas que effrayé, mais je pense que quand tu es jeune, orphelin, qui vit avec une grand-mère, les bêtises sont plus faciles. Moi, ma mère, elle était illettrée. Et une anecdote que moi, je faisais, moi, j'avais des mots dans le carnet tous les matins. Tous les soirs, j'avais des mots. Et tous les matins, je faisais, parce qu'il fallait faire signer ton carnet. Moi, tous les matins, je faisais signer mon carnet à ma mère, à stratégique, à 7h30 du matin, 8h, quand je sais qu'elle est dans le coltard et qu'elle va pas réveiller tout le monde au téléphone. Et je lui dis, j'ai oublié de te faire signer. Demain, j'ai une sortie aujourd'hui. Faut me passer 2 euros. Donc, je prenais 2 euros, 2 euros plus elle me faisait signer le carnet. C'est-à-dire que, t'as vu, j'allais à la boulangerie, plus j'avais ça, donc j'ai jackpot. Tu vois, ça veut dire que je pouvais faire des bêtises à volonté à l'école et elle savait même pas. Donc mon oncle, il venait même pour ça, pour stabiliser ça, parce qu'au bout d'un moment, il ouvre le carnet, tu vois. Et, et il voyait tout ça. Donc il a, euh, il m'a fait peur, mais en même temps, euh, il me donnait des conseils. Tu vois, il y a des moments où tu vois, c'était comme un père, tu vois, en train de dire, tu vas dans le mur, tu vois. En faisant ça, tu vas dans le mur. Donc, il m'a conseillé au bon moment, il m'a orienté au bon moment. Et c'est ça qui m'a stabilisé, tu vois. C'est ça qui m'a stabilisé. C'est pour ça que je lui en voudrais. Je serais toujours reconnaissant à vie parce que je lui ai même dit l'autre fois par message que ce qu'il a fait, tu vois, c'est magnifique, tu vois. Donc voilà, un oncle, plus c'était un artiste, un peu comme moi. Donc c'est, donc c'était un artiste, t'as vu, il chantait, il faisait de la guitare et tout, tu vois. Et c'était le seul où, tu vois, il y avait un côté, il me faisait un peu rêver, tu vois. Parce que, tu vois, bon, lui, c'était un artiste, mais pas pro. Mais tu sentais que, voilà, il kiffait bon, là, il a arrêté, mais tu sentais qu'il kiffait ce qu'il faisait, tu vois. Il était là, on était à la maison. Ah, c'était trop drôle. Il aimait bien chanter. Il était dans son délire. Un jour, c'était genre mes potes, ils me le racontent encore, ils se moquent de moi. Ma mère, elle parle à un mec. Et lui, tu vois, il savait pas, il parle à un mec et tous les gens et tout le départ pour la mec. On lui a fait un repas et tout. Et lui, il dit, bon, on va faire une petite musique avant tout. Il y a tous mes potes, je jure. Et ils chantent, oh, mamie. Et je jure, mes potes, ils étaient morts. Et ils me vannent encore maintenant. Si voilà, il m'a dit, tu parles ta mère, elle parle à la mec, il vient, il chante. C'était trop drôle. Je jure, j'étais dans la maison, j'étais là, je dis, ah, qu'est-ce qu'il fait? Et lui prend sa guitare, il dit, allez, tous ensemble. Ah, c'est trop drôle. Mais ouais, mais c'est beau, tu vois. Et tu en rigoles, on en rigole, mais pendant longtemps, c'était gênant, ça. Ces moments de ne pas assumer qui est qui dans ta famille. Tu vois, il y a des gens différents, il y a des gens qui perçoivent la vie différent, mais en vrai, tu vois, moi je trouve que c'est une force d'avoir des gens différents. Tu vois, des gens où, et tu vois, où, c'est pour ça, j'ai honte de personne et je kiffe tout le monde. Tu vois, c'est franchement, vraiment. Mais je le pense sincèrement parce que, tu vois, il y en a, ils cachent. Tu Je vois, ils comprends. cachent tout. Ils cachent leurs amis, ils cachent leurs femmes, ils cachent leurs trucs. Au sens, t'as vu, faut pas. C'est comme si, t'as vu, frère.
assume qui tu es, tu vois. Assume, tranquille, détends-toi. On a tous des problèmes dans toutes les familles, tout va bien dans toutes les familles. On sait qui est qui. Et, et voilà, quoi. Merci pour les anecdotes. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur ta scolarité. Comment s'est passée la primaire? Et on verra la suite après. Ouais, viens, on change de sujet. Non, en vrai, c'était sympatoche. J'étais depuis tout jeune le mec drôle. C'est juste ça à retenir. En vrai, d'être qu'une maman un peu illettrée et une grand-mère illettrée, tu vois, la lecture, ça n'a pas été mon point fort. Ça veut dire pendant très jeune, en fait, j'étais pas concentré, tu vois. J'étais pas concentré. J'étais déjà dans le vice. C'est-à-dire qu'en fait, comme je faisais signer mes carnets par ma mère, alors elle savait pas, je faisais des bêtises, mais elle comprenait pas. Elle, l'anecdote, c'est que quand il y avait des réunions parents-professeurs, le seul truc qu'elle disait, c'est s'il fait des bêtises, tape-le. C'est dire que ça. T'as vu, elle disait ça à la maîtresse, à la prof, à la maîtresse. Tape-le. T'es mon rad, faut que tu écoutes. Tu vois? Donc, en vrai, j'étais pas quelqu'un de méchant. J'étais pas quelqu'un de, je savais apprendre au bon moment, je savais euh, être stratégique dans les périodes où, mais j'aimais trop rigoler, mais trop rigoler. Et en fait, j'avais toujours la bonne vanne. Je pouvais, je pouvais faire rigoler même la prof à ce moment-là, la bonne vanne au bon moment, tu vois. Et ça m'a, on, souvent, comment on appelle ça? Souvent, on se donne une image quand on est ado, on n'arrive pas à l'enlever. Et en fait, surtout, les gens autour de toi, ils te le marketent, tu vois. Le mec drôle. Donc, tu peux plus l'enlever. Tu vois, la victime, le mec balèze. Donc, le mec balèze, bah, c'est lui, il va se bagarrer tout le temps. La victime, bah, en fait, c'est des images que on te donne et que tu n'arrives pas à enlever. C'est pour ça que je me bats avec ma fille. Maintenant, elle a 4 ans, mais tu vois, je la mets en valeur. Parce qu'en fait, un enfant, si tu ne le mets pas en valeur, c'est compliqué, tu vois. Et d'autres gens vont le mettre en valeur, tu vois. D'autres gens vont le mettre en valeur. Moi, ma grand-mère, elle n'avait pas les codes. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle a eu déjà 12 enfants. Plus là, elle se retrouve avec 2 orphelins. Elle a des petits-enfants à droite, à gauche. Elle a 1500 trucs à gérer. Ouais, Tu vois, c'est une société à elle-même. Donc en gros, moi tu vois, j'ai dû être éduqué par plein de choses, par plein d'endroits, par plein d'influences qui ont eu du positif. Tu vois, on en reparlera peut-être après, mais le fait d'être influencé par plein de gens qui a fait que je me suis cassé la gueule en étant influencé par des jeunes, des voyous et tout, mais par des entrepreneurs aussi qui m'ont ils m'ont dit lui franchement il est gentil truc, on va l'influencer, entre guillemets on va lui parler, et ils m'ont influencé et je suis devenu ce que je suis devenu, tu vois. Et moi la restauration de base, c'est des gens qui m'ont influencé. C'est des entrepreneurs qui ont ouvert des pizzerias, c'est le directeur de mon association qui m'a proposé de faire de la cuisine de la restauration à l'école. Mais en vrai, de base, c'était pas mon délire. De base, c'était un humoriste. Je voulais être humoriste maximum, tu vois. Moi, je voulais être Jamel Debbouze ou Gad. Il n'y avait pas d'autre option. Mais en vrai, j'ai touché autre chose qui m'a fait kiffer. Parce qu'il y avait de la création, il y avait des trucs, tu vois. Donc voilà. Franchement, on va en reparler, on va revenir sur tout ça. Je vais un petit peu rester sur la scolarité, pas pour en parler si tu veux pas en parler, mais c'est juste pour comprendre le sens que tu as pris en fait. C'est qu'ensuite, tu as été au collège et puis après, tu as pris une direction professionnelle, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment tu t'es dirigé? Où est-ce que tu t'es dirigé? Ouais. En vrai, il y a eu il y a eu une période
très difficile dans ma scolarité, ça a été ma 6e. Parce que je commençais j'avais redoublé ma 6e. Je faisais n'importe quoi. Ma 2e 6e, en plein milieu, rien n'évolue, rien ne change. L'école va influencer ma grand-mère. Et c'est là où il y a eu un cassage de ouf. C'est qu'en fait, ils l'ont influencé pour que j'aille en foyer, à l'internat. Parce qu'ils se sont dit, elle est trop âgée pour pouvoir gérer le petit, il va finir en vrille. Tu vois? Donc, en gros, je suis parti 1 an dans un foyer dans Paris 19e. Et en fait, quand je me suis retrouvé là-bas, c'était une scène très très douloureuse. Il y avait mon oncle. Cette scène, elle est incroyable. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était un long couloir. Et quand le premier jour où il te laisse comme ça, il te dit, tu vois, partir, mon oncle jamais met des lunettes. Et je l'ai vu avec des lunettes. Ça se voyait qu'il avait les yeux rouges et tout. Mais tu vois, c'était en mode, je vais te laisser. Tu vois, tu vois, c'est le meilleur pour toi. Tu vois, parce que il pouvait plus. Moi, je pense que c'était une mauvaise chose. J'en ai jamais bien reparlé avec ma grand-mère. Elle a décidé, mais avec mon oncle, c'était une mauvaise chose. C'était une mauvaise chose parce que ils m'ont récupéré au bout d'1 an, tu vois. Et donc, ils m'ont laissé dans un foyer. En vrai, le foyer, c'était encore pire. Je me suis retrouvé, c'est comme une prison, en fait. Tu peux pas te retrouver avec que des délinquants. C'est pas ça qui va te faire rêver. Tu peux pas te retrouver avec des délinquants. Là, j'étais que avec des fous. Entre guillemets, des fous. Je les respecte, tu vois, mais peut-être qu'il y en a un, il me connaît ou il va voir la vidéo, mais c'était que des mecs qui avaient des problèmes. Donc, j'aimais pas ce truc, tu vois. Donc, en vrai, il s'est passé plein de choses. C'était un foyer. C'est là où j'ai commencé à fumer. Alors, je fumais. Ah bon, alhamdoulilah, j'ai arrêté juste après, tu vois, mais tu vois, je fumais des petites cigarettes, des trucs. C'est là où ils m'ont influencé. J'ai commencé à fumer du shit, des trucs qui m'ont influencé dans des trucs de merde. C'est là où je vais voir des meufs. C'était pas intéressant. En vrai, le truc intéressant, c'est que j'ai découvert d'autres gens d'environnements différents, tu vois, qui étaient, parce que j'avais toujours les mêmes amis. Là, j'ai retrouvé des gens, et des gens qui avaient des rêves. Je me rappelle d'un mec qui s'appelait Prince, qui voulait devenir footballeur et qui était passionné. Et moi, on s'avait donné un défi, celui-là qui perce le premier et tout. Donc, il y avait un truc intéressant. Et ensuite, quand, au bout d'1 an, tu vois, ma famille est revenue à la réalité en disant que je pense que c'était un mauvais choix. Donc, ils m'ont récupéré, on est revenu à la maison et après, j'ai continué ma scolarité normalement. Franchement, après, c'est passé tranquillement, tu vois. C'est passé tranquillement. Et voilà. Et après, il y a eu le moment où après le collège, qu'est-ce que tu veux faire? Le directeur de l'asso qui me dit, Mourad, test, tu vois, va faire. J'avais fait une formation BE, j'avais fait un stage, tu vois, le stage de 3e. Ouais. Le stage de 3e, tu dois faire un stage, j'avais fait au Sofitel Paris-Bercy. Le directeur de l'asso qui avait le bras long et tout, avec le directeur de là-bas. Donc j'avais fait une formation là-bas. Donc, et c'est là où je me suis dit, ah ouais, quand même, je vais tester, tu vois. Et voilà, c'est passé comme ça, hein. Franchement, propre. J'ai commencé à aller en cuisine, travailler là. Plus je travaille dans une pizzeria d'un grand de mon quartier. J'étais en cuisine. Lui, il aimait bien parce que je lui ai apporté une plus-value par rapport à sa pizzeria parce que je faisais des études de cuisine. Donc, en fait, lui, j'avais les process, l'hygiène, la sécurité. Tu vois, je venais avec mes chaussures de sécurité. Tu vois, le mec, il avait une pizzeria de cité où il y avait des fous. Et j'arrivais, je faisais le mec, et lui, il kiffait, parce que j'apportais un truc en plus, tu vois. Donc, donc voilà, franchement, ça s'est passé vraiment comme ça, en parallèle. Euh, j'ai eu la chance, j'étais au cours Florent, tu vois, au cours de théâtre. Donc, en fait, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des gens. C'est à cette étape
ce stage, plus les cours Florent, je me suis retrouvé avec des gens, avec des blancs du 16e, avec des profs de maths, et au cours Florent, où je me suis dit, ah ouais, c'est un autre monde, en fait, tu vois. J'étais content, je prenais le RER, j'allais et tout. Je faisais le pakistanais, parce que le matin, l'école, le truc, le stage, la pizzeria, frère, j'avais plus de vie. Mais, chanter que, en fait, il fallait que je bosse. Et il y a un truc que je me suis toujours dit, j'étais pas un enfant comme les autres. Ma grand-mère, elle était âgée, je savais que du jour au lendemain, il pouvait se passer quelque chose. Fallait que j'entreprenne, fallait que je devienne un guerrier. Parce que mon grand frère, dit lui aussi, c'était un mec artiste, un peu, tu vois, lui, il a fait mannequin, il a fait des shootings pour les LV, pour trucs. D'accord. Tu vois, il a été appelé partout. Là, il vit au Japon, tu vois. Donc, je savais que mon frère, il était dans un autre délire. Et je voulais pas lui tuer sa vie en lui disant, frère, faut que t'arrêtes, tu dois t'occuper de ton petit frère. Ah, c'est beau ça. Tu vois? Il me l'a fait comprendre, moi, je l'ai compris et je voulais pas lui briser ce truc-là, tu vois. Parce que, parce qu'il avait des rêves plein la tête, tu vois. Donc, donc voilà, en fait, ça s'est passé aussi simple que ça. Tu vois, je voulais dépendre de personne. Au bout d'un moment, ma famille, elle a fait ce qu'elle a à faire. Tu sais que ta grand-mère, elle a âgé. Tu sais que ton frère, il a des étoiles plein la tête. Tu peux pas être au milieu de tout le monde et te dire, je vous pose un cadeau empoisonné, il va falloir Donc, je savais, pendant que mes potes, ils étaient là en train de rigoler, euh, de parler de meufs ou de trucs, bah, ça veut pas dire que je parlais pas de meufs, mais entre guillemets, j'étais obligé de me dire, faut que je me réveille. Tu vois, faut que je me réveille parce il y a une, il y a une fin imminente de, tu vois, là où elle aime, c'est Dieu qui choisit, mais il y a une fin qui, tu vois, ma grand-mère, elle va pas rester longtemps, tu vois. Donc j'avais cette gamberge très jeune. C'est pour ça que j'ai mordu tout ce qu'il y a à mordre très jeune. Oh ben, au moins, ça t'a permis d'avoir une maturité assez rapidement. Ouais. Ouais. Mais par contre, c'est ce que je dis, c'est que j'ai fait tout rapide. J'ai fait les bêtises très rapidement. Tu vois? J'ai arrêté très rapidement. Pendant qu'il y en a qui commençaient, moi j'ai arrêté. Tu vois? Quand j'étais dans un bâtiment en train de faire le guet ou vendre la drogue, je l'ai fait très rapidement et je l'ai arrêté très rapidement. Parce que, en fait, entre temps, il s'est passé ça, ça, ça. Parce que moi, moi, j'ai inventé des trucs. Au bout d'un moment, je me rappelle, j'étais en train de faire le guet. Le mec, il me demandait de revenir, un pote à moi, de venir demain pour faire le guet. Et je dis, ouais, j'ai une tante dans le 77, elle est malade, elle va mourir, je dois y aller. Mais en fait, j'avais juste un spectacle à faire avec mon association de quartier. J'ai fait des trucs, mais c'est juste qu'en fait, je voulais être partout, tu vois. Et au bout d'un moment, t'as vu, j'ai des potes, c'est mes meilleurs amis d'enfance. J'ai fait les cas, mais notre trajectoire, il s'arrête. Parce que lui, il a pris ce chemin-là, moi, j'ai pris l'autre chemin. Et il fallait, au bout d'un moment, je pouvais plus, tu vois. Il y a un pote à moi qui est, machin là, qui a beaucoup d'argent et qui me disait, Mourad, je ne peux plus traîner avec des gens qui n'ont pas le même standing que moi parce que ça devient difficile. En fait, en fait, tous leurs problèmes deviennent mes problèmes et, et en fait, c'est trop dur dans le quotidien. Tu vois, en fait, il me disait que la majorité de mon argent dans le mois, en fait, elle est pour d'autres gens et pas pour moi. C'est-à-dire que si je touche 10 000 euros, ben moi, je vais en casser 2 000 et il y a 8 000 de rends-moi service, tiens un truc, ouais, il y a ça, il y a ça. Et, et moi, en fait, je me suis dit vite, faut que, tu vois, la cité, c'est bon, en fait, j'ai côtoyé les cours Florent, avec des gens, j'ai peut-être une étoile qui se passe, je suis en train de faire ça à mon assaut, des spectacles. Donc, j'ai tout lâché. Et alhamdoulilah, je suis très content, tu vois.
J'ai une anecdote là, j'ai mon restaurant. J'ai un pote à moi, c'est la plupart, hein, ils sont comme ça, mais j'ai un pote à moi, il me faisait rêver quand j'étais petit. Tu vois, belle meuf, belle voiture, ado, tout le monde était truc, c'était un petit peu un voleur, un petit peu un vendeur de drogue et tout, mais il avait tout. Quand je te dis, c'était, il, il avait mon âge, il me faisait kiffer et il est venu il y a 4 jours, tu vois, en me disant, Mourad, est-ce que je peux travailler? Je suis à la plonge, je fais ce que tu veux. S'il te plaît, j'ai besoin de travailler, ce que tu veux. Moi, j'ai quitté un peu la cité. J'y vais tout le temps, tous les jours. Mais en vrai, je vais toujours aux mêmes endroits. Je vais dans mon association de quartier. Je passe devant, où là, tous les mecs traînent 2 secondes. Je dis un bonjour. Mais en vrai, t'as vu, je me suis rendu compte qu'en fait, j'y suis plus vraiment. Tu vois. Et en fait, je me rends compte que cette personne, sa vie, tout est tombé. Tu vois. Il joue au jeu de hasard, ça l'a tué. Il a divorcé avec sa femme. Et les trucs et tout. Et là, tu vois, et le mec, il te fait rêver, tu te dis, waouh, pas lui quand même. Voilà, j'ai vu des mecs je te jure, ce restaurant, il m'a changé ma vie, parce que je vois des mecs qui étaient à la classe avec moi. Moi, comme je suis un peu, comme je suis un peu visible sur les réseaux, j'aime pas être trop devant. Donc quand je suis beaucoup en cuisine. Tu vois, à chaque fois, je suis à la caisse. Une fois, il y a un mec qui m'a dit, ah, ça marche plus l'humour, t'es devenu caissier et tout. Des phrases, j'ai envie de dire, voilà. Mais en fait, tu te reçois beaucoup de phrases comme ça. J'ai pas répondre, j'ai pas le faire, mec, il a à moi le restaurant, ça fait trop arrogant. Donc, j'aime bien être en cuisine. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui vient, il me dit, un employé à moi, il me dit, il y a un mec qui va manger et tout. Et tout, c'est le mec là-bas, je vois, c'est un mec de ma classe, qui était en classe avec moi. Les mecs, ils ont même pas de quoi manger. Ils me demandent des trucs. Donc, c'est là où, déjà, je remercie Dieu le plus important, tu vois, parce que Dieu il m'a facilité, tu vois, je passe de cet orphelin qui a eu plein de galères et qui a été compliqué à, je suis facilité, tu vois. J'ai des restaurants, je vis tu vois, de mon métier, l'humour, et je kiffe, tu vois, c'est quelque chose que je kiffe. Euh, Et voilà, quoi, j'essaie de faire du bien. Je suis directeur de mon association de quartier. Donc, tu vois, on essaie de rendre un petit peu. Et en vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que le quartier, c'est devenu chaud. Les gens, ils souffrent encore plus qu'avant. Nous qui vivons à l'étranger, c'est plus comme avant. Les gens, ils souffrent. T'as vu, ça devient compliqué pour tout le monde. Et ça, je m'en rends compte de plus en plus. Donc, voilà, voilà, c'est un podcast trop sérieux, hein. Je suis fatigué en même temps, mais en vrai, C'est c'est beau. trop dur. Oui, moi, ce resto, parce que d'habitude, je le fais dans d'autres villes. Là, je suis revenu de chez moi et de revoir des mecs avec qui j'ai grandi, demander du travail à tous les postes, voir les mecs demander à manger alors qu'ils étaient en classe avec eux, ça fait quand même mal au cœur. Je comprends. C'est pour ça aussi que c'est super intéressant. Tu dis que tu as eu une scolarité un peu difficile, mais de voir que voilà, c'est pas parce qu'on a une scolarité un peu difficile qu'on est obligé d'échouer. Non, on peut ne pas avoir, on peut ne pas être fait pour l'école, mais on peut avoir d'autres choses. Et ça, faut le dire et c'est beau. Ouais, ouais, il faut avoir faim, Exact. surtout. Franchement, il faut avoir faim et être déterminé, tu vois. C'est mon instabilité qui a fait ça aussi, tu vois. C'est mon instabilité qui a fait que j'avais pas le choix. Je pense que ça a énormément contribué, tu vois. Parce que, je te dis, fallait, euh, fallait se retrouver un jour tout seul. Il y a un moment dans la vie où j'allais me retrouver tout seul. Entre guillemets, puisque j'ai de la famille, ils ont toujours été là au bon moment, mais j'allais être tout seul, c'est sûr, tu vois. Parce que malgré qu'il y a la famille, quand ma grand-mère elle est décédée,
et que je reviens du bled parce qu'on l'a enterré, bah, tu peux dire ce que tu veux, dans la maison, je suis tout seul. Mon oncle, il peut venir me faire un coucou, ma tante, elle peut venir, mais dans la maison, à partir de 20h, 21h, il n'y a plus personne. T'as vu? C'est-à-dire que jusqu'à l'étape de dormir à la maison, non, ils le feront pas. Et j'en veux à personne. Mais je savais qu'il allait y avoir un moment où j'allais tout seul. Donc voilà. Comment t'arrives tu veux devenir humoriste, comment ça devient sérieux et comment tu rentres dans les cours Florent? En fait, comme je t'ai dit, depuis tout jeune, j'étais le mec drôle et tout. J'étais une sorte de... En fait, dans l'association de mon quartier, pareil, l'humour, elle vient pas par hasard. Je suis juste drôle. Moi, je savais même pas que c'était un métier. Et je sais que ça se voit pas là, mais là, c'est juste drôle. et, et, euh, et dans mon association de quartier, il y a un voyage au Sénégal. Et pour faire ce voyage au Sénégal, c'est un mélange culturel. On devait aller au Sénégal pour apporter notre culture et eux, échanger la culture. Donc eux, c'était une sorte d'atelier danse africaine qu'ils nous ont formés. Et nous, c'était des ateliers théâtre. Et donc là, il y a le directeur qui dit, voilà, il y a truc, cours de théâtre. Moi, en vrai, théâtre, cliché, Molière, tout ça, je voulais rien entendre. En fait, on fait des jeux, des trucs, des ateliers, et ça se passe vraiment bien. Et un ami à moi qui s'appelle Wally, on fait la différence. Donc, on est un peu plus drôle que les autres, on est plus investi. Donc là, après, on décide de monter un spectacle nous deux. Tu vois, on était déjà le côté entrepreneur. On a pris une salle dans notre quartier, on a invité toutes les mamans, tous les trucs. Donc, on était dans du copy-comique, on volait toutes les vannes de tous les grands. On avait fait ça un medley. Je me rappelle, je faisais le sketch, lui et moi, de Omar et Fred. Tu vois? On faisait le sketch de Omar et Fred, on faisait le sketch de Likaku. Tu vois, on était vraiment des vrais voleurs. Hein? Mais c'était bon enfant, tu vois. Et en vrai, on a fait ce duo. Après, lui, tu vois, entre-temps, pendant longtemps, hein, ça a duré longtemps. On a fait plein de trucs et tout. On avait même, c'est l'anecdote la plus ouf, mais il n'est pas au courant de Jamel. Jamel Debbouze, un jour, on fait un événement à Nanterre, on cartonne. Lui et moi et tout. Et il y a une fille qui bosse au Jamel Comedy Club. Et qui dit, Jamel Debbouze, il fait ses 1 million d'abonnés sur Twitter ou sur les réseaux, je sais plus c'est quoi. Et venez faire un sketch. Dedans, il y avait Djal, il y avait Djal, il y avait Nawel Madan et tout. Et il y avait que nous, on n'est pas connus. Et on passe en premier. Et imagine-toi, je devais faire 2 darons. Donc, c'était cliché, un truc d'avant. Daron, j'ai mis Daron, je faisais entre ma Daron et sa Daron. Donc, voilé, boubou, j'ai mis des coussins au niveau des fesses, là, et tout, je faisais truc. Et on monte sur scène, ça rigole pas. Aïe. Ah ouais. Mais quand je te dis, ça rigole pas. Et moi, je ramène une dizaine, quinzaine de potes à moi. J'ai dit, les amis, il faut que vous me souteniez. Mais tu peux pas soutenir quand c'est pas drôle. Ça veut dire que eux, ils sont mal à l'aise. Nous, on est mal à l'aise. Depuis, tout le monde est mal à l'aise. Il y a Jamel dans la salle. Il y a tout le monde. Et quand je te dis, et à la fin, évidemment, je crois, moi ou mon pote, on oublie le texte. Des trucs d'amateurs. Et les gens écrivent, allez, oh là là. Bref, c'était l'anecdote la pire. Et je sors de scène. Pour te dire, j'avais garé la voiture, j'avais, je sais plus avec, je sais même plus si j'avais, pardon, je sais même plus si j'avais permis, mais j'avais une voiture, en tout cas. Je me rappelle plus. Je me disais, c'était quand, mais je suis sûr que j'avais le permis. J'avais la voiture. J'avais garé la voiture devant le Jamel Comedy Club. Et je monte dans la voiture. Je te jure, quand j'ai fini le sketch, je sors. Normalement, il fallait rester pour à la fin les présentations, tout. Je monte dans la voiture, voilé, coussin comme ça, et je rentre comme ça jusqu'à la cité. Je rentre dégoûté, je dis, oh, j'ai tué ma vie, moi c'est l'aboutissement
c'est le rêve du début. Première fois que le mec que tu surkiffes, Jamel Debbouze, te regarde en vrai, il est là, devant toi. Si t'as une cartouche, tu l'as grillé. Je dis, waouh, je te jure. Et après, j'entends quoi? J'entends, quand je sors, j'entends, s'il vous plaît, envoyez-moi Jal pour remonter l'ambiance. Envoyez-moi Jal. Comme si c'était Ah alerte ouais. attentat. Oh là là. Envoyez-moi Jal. Envoyez vite Jal. Je dis, oh là 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 là. Et là, frère, je me rentre dans la voiture. Et là, c'était, je sais plus, j'ai pu dire, je pense que j'ai pleuré, je pense. Je me rappelle plus. Mais j'étais au plus bas de ma vie. Jamel qui m'a fait rêver toute ma vie. T'as l'opportunité de jouer devant lui dans sa salle à lui, le Jamel Comedy Club, où tout le monde t'a fait rêver, Tom Angel, Patson, tous ces mecs-là. Et là, t'es au max. Et c'est là où savoir tomber pour se relever. C'est que j'ai pris la douleur, j'ai mis des pansements, j'ai nettoyé, mais je me dis, il faut se relever. Et après, je suis reparti au B.A.B.A. En fait, je me suis rendu compte, c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que Mourad, t'es drôle dans ton quartier, t'es drôle dans ta ville. Mais en fait, il y a plein d'autres humoristes qui viennent partout de France et qui sont plus drôles que toi ou aussi drôles que toi. Et là où je me suis dit, là, va falloir travailler. Donc, j'ai travaillé. J'ai commencé à écrire un sketch. J'ai bossé. J'ai écumé tous les petits comédie clubs. Des petites salles de 5 personnes, 10, 15, 20. Jusqu'à que le Jamel Comedy Club, ça me rappelle. Mourad, c'est la prochaine. J'ai fait des jams, des petits plateaux au Jamel Comedy Club où ça s'était bien passé. Et quand je suis passé sur Canal Plus à la télé pour le Jamel Comedy Club, j'ai repensé à ce moment-là. Tu vois, je me dis quand même, on est passé de ça, ridicule, à là, avec tout ça. Et je me suis dit, c'était beau quand même. C'est beau parce que cette anecdote, elle est vraiment ouf. Ah, c'est vrai. C'est vrai de passer. Plusieurs personnes peut-être auraient lâché, toi t'as pas lâché, ce qui est Ouais, beau. ouais, j'ai pas la, mais en fait, j'ai eu trop de claques quand j'étais petit. Moi, j'ai pas beaucoup lâché dans ma vie. Franchement, il y a des choses, j'ai même pas réussi encore, mais j'ai pas lâché. Tu vois. Il y a des trucs, je me suis mangé, il y a plein de trucs où je me dis, non, je continue. T'as vu? En fait, je prends, c'est pas bien de le dire comme ça religieusement, mais je prends cette vie comme un jeu. C'est-à-dire, au sens, tu vois, en fait, quand tu tombes, tu te relèves. Tu vois, c'est le jeu. C'est, tu vois, c'est le truc qui fait que, en fait, tu tombes, tu vois comment ça se passe et tu te relèves, tu vois. Et c'est ça parce que souvent, quand on tombe, on attend, on fait un constat, on essaye de voir comment ça se passe, attend, ah, c'est bon, on passe à autre chose. Mais je tombe souvent. Plus souvent que une personne dedans. Parce que, en fait, et c'est peut-être un défaut, c'est que je laisse pas le temps au constat. Il y en a, ils vont faire un constat pour plus le refaire, ce truc-là. Moi, je me relève et je pars. Peut-être je vais retomber pour la même chose dans 2 ans. Mais en même temps, il y a du positif et du négatif dans tout ça. Pour ça, tu vois. Il y a des choses qui sont beaux parce que tu tombes et, et à chaque fois que tu tombes, tu vois, les gens, ils disent, en fait, non. Moi, en fait, ce qui m'arrive souvent, c'est que quand je suis avec des gens, comme on sait que je prends beaucoup de risques, on me propose beaucoup plus de choses. D'accord. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la famille, que ce soit n'importe où. Donc, j'ai des opportunités qui arrivent souvent. Parce que, en fait, je vais vite, tu vois. Mais des fois, dans ça, tu as des vraies opportunités. Et les gens, ils disent, mais comment tu fais encore pour accepter? Parce que regarde, tu as eu cette galère, cette galère, cette galère. Je dis, ouais, c'est vrai, mais t'as oublié, j'ai eu ça en bien, ça en bien, ça en bien. Mais les gens, ils disent, ouais, mais celle-là, elle m'aurait déjà mis KO, celle-là. Moi, j'ai eu des histoires, de fou. J'ai eu des histoires de fou.
Donc, j'en ai eu 1 milliard. Mais j'ai eu des choses aussi incroyables, incroyablement beaux. Des gens qui m'ont tendu la main comme personne n'aurait tendu la main à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Ensuite, à ce moment-là, tu m'as dit que tu t'es rentré en cuisine. C'est quoi? C'est un sapé que tu faisais, c'est ça? C'est un, c'est un BEP. BEP? J'ai eu un BEP. Alors, j'ai eu un BEP cuisine. J'ai fait mes 2 ans. Il y avait le diplôme. Alors, ce qui est drôle dans le diplôme, c'est que j'ai triché. Comme ça, c'est. Tu sais, ce qui est drôle dans ce diplôme, c'est que c'est le moment de l'épreuve de la cuisine. Tu sais que tu as ça dans 1 mois. Tout le monde est en stress. Je suis là, il y a des mecs, qu'est-ce qu'il va nous faire? Moi, je suis un stratège encore. Le prof, il veut rien nous dire. Je vois qu'en fait, tu te dis peut-être qu'il y a des. Tu sais, il nous fait faire des plats pendant 1 mois à l'école. Mais tu te dis peut-être qu'il y en a, il nous le fait un peu plus. Peut-être ça va être ce plat-là avec l'entrée et tout. Mais il est trop fort, on dirait, il n'y avait rien qui apparaît. Je vais en fait, en bas, il y a une salle où, en fait, il reçoit la marchandise. Je vais voir le mec qui s'appelle Ali. Je dis, Ali, c'est quoi le truc là pour notre diplôme là, le 25 janvier, le 25 juin? C'est quoi la commande? Il m'a dit non, désolé, je peux pas te dire. C'est le diplôme. Je lui passe 50 euros, il me dit, c'est un tourne-dos sur tes châtelains. Je jure, je lui passe 50 euros, il m'a dit, attention, je t'ai rien dit. Je dis, non, tu m'as rien dit. Je te jure, il m'a dit, c'est un tourne-dos sur tes châtelains, méli-mélo. En plus, voilà, un truc avec son accent, il me tue de rire. Et j'étais le seul à avoir le truc. Ah ouais. Donc moi, pendant 1 mois, à la maison, dans mon association, à fond sur ce plat-là. À fond. J'étais devenu un as. Tu vois? Ouais. Et donc voilà, après, écoute, quand ça arrivait, je l'ai fait au lama. Il y avait des matières en français et tout, mais j'ai eu mon diplôme. Voilà, faut l'avouer, hein, ouais, j'ai eu mon diplôme. Et, euh, et après, j'étais un as, tu vois. Après, j'ai fait une mention. Tout le monde me disait que ouais, traiteur, c'est là où il y a le plus d'argent, tu vois. Donc j'ai fait une mention complémentaire traiteur. J'ai commencé et ça s'est bien passé. Tu vois, c'est bien passé. Et, euh, et en fait, je l'ai eu. Et après, je rentre et je dis, on va finir en pâtisserie. Et là, je fais 3 mois de pâtisserie. 2 mois, je crois. 2 ou 3 mois. Là, il y a eu le décès de ma grand-mère. Et c'est à ce moment-là que je dis, c'est bon. Carte fin de jeu, on redémarre. On reprend faut aller gagner de l'argent. Donc, en fait, quand il y a eu le décès, j'allais pas continuer l'école. Il y avait des gens qui m'avaient proposé continuer l'école, on paye le loyer. Mon oncle, il m'a dit, il m'a payé. Un autre oncle, pas lui, un autre oncle, il m'a payé mon loyer pendant 1 ou 2 ans. Tu vois, mais, euh, mais fallait mettre une première. Donc, j'ai tout arrêté. Et après, je suis parti dans la vraie vie, hein. J'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il y a à faire. Et voilà. Tu vois, aussi simple que ça. Et comment tu faisais à cette époque-là pour allier l'humour et le côté BEP cuisine? Avant le décès, c'était de manière amateur. Ça veut dire en vrai, je jouais de temps en temps. Il n'y avait rien de ouf. C'était des opportunités, des trucs avec mon asso, avec des structures. J'étais beaucoup engagé dans le milieu associatif, donc en fait, je jouais beaucoup autour des. Tu vois, il y avait SOS Racisme qui m'appelait. Je jouais pour n'importe qui, tu vois. Des événements, mon asso, la ville, d'autres villes. Donc, c'était en mode. Je kiffais, tu vois. Ensuite, quand il y a eu le décès, j'ai fait une grande pause. J'ai arrêté.
j'ai arrêté. Et après, quand j'ai redémarré sérieusement, mais je pouvais plus. Déjà, j'avais plus l'ambiance de. Je voulais plus sourire, c'était plus dans cette ambiance de faire rire et tout. Mais après, au bout d'un moment, je me suis dit, la restauration, c'est bien, mais c'est pas ce qui me fait kiffer. Vraiment, tu vois. En dehors de faire rire, je voulais dire des choses. Tu vois, parce que l'humour, on pense souvent, c'est là la difficulté de l'humour. On pense que, tu vois, que en fait, c'est juste faire rire. Mais en vrai, de base, l'humour, c'est quelque chose de très intéressant. Si les gens ils sont intelligents et doués un peu de raison, c'est des sujets intéressants, que ce soit sur la politique, que ce soit sur la vie quotidienne. Tu vois, on est les sociologues d'aujourd'hui. Tu vois, on parle de sujets, et on dédramatise des sujets, tu vois, on apporte pour moi, une vraie plus-value sur la société. Tu vois. Donc, c'est pour ça que maintenant, des humoristes, ils sont blâmés, que ce soit Dieudonné, que ce soit Mustapha Latrassi, que ce soit Bellatar, parce qu'en fait, quand ils abordent des sujets qui piquent, mais en vrai, qui ils sont en plein dans l'actualité, et ben, tu vois, on nous pique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. L'humour, c'est quelque chose qui nous, qui réveille les consciences chez tout le monde. Et c'est pour ça que les influenceurs sont en train de cartonner. Parce qu'en fait, ils vont prendre des scènes de notre vie, de tous les jours, et on va se rappeler, ah ouais, c'est vrai, mon père, quand il me tapait, il enlevait sa chaussure et l'a jetée. Tu vois, mais en vrai, de base, c'est cliché, mais c'est vrai. Tu vois. Donc, donc voilà, et après, pour reprendre cette histoire, c'est que j'ai pris l'humour, j'ai repris, et j'ai été à fond, j'ai jamais arrêté après. Quand j'ai repris, je pense une année après le décès, j'ai jamais arrêté. D'accord. À part là pour le restaurant. Euh, Dans tout ce que tu nous as raconté, il y a l'association qui revient souvent. Donc j'ai l'impression qu'elle a été importante dans ta vie. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? En fait, c'est une association qui était en bas de mon quartier, de mon bâtiment. Je ne vais même pas dire mon quartier, en bas de mon bâtiment. C'est le bâtiment juste en face. Et cette association, elle a joué un rôle important. Bah, déjà parce que, comme je dis, ma mère, elle était illettrée et elle devait, au bout d'un moment, elle devait s'organiser. Tu vois, elle devait. T'as vu, il y a des gens de l'ombre là que je parle souvent d'elle qui travaillent à l'association qui s'appelle Ouria, qui rédige juste des mails, qui paye des factures à des gens. Tu vois, ma mère, c'est pour aller sur internet pour payer une facture, c'est très dur. Et on se rend pas compte comment déjà moi je déteste faire ça, mais on se rend pas compte la difficulté pour une personne illettrée, tu vois, à un niveau élevé. Pour elle, c'est du charabia, tu vois, c'est l'IA de maintenant, tu vois, donc pour elle c'est trop. Et donc elle avait besoin de quelqu'un. Et donc elle venait tout le temps. C'était vraiment une deuxième famille. On venait là, on leur ramenait du thé, on leur ramenait à manger, le couscous. Il y avait plein de trucs. Et il y avait du soutien scolaire. Donc en fait, de base, mon grand frère faisait du soutien scolaire là-bas. Ensuite moi, et ensuite voilà. Après j'étais un jeune, j'avais des activités et tout. Et comme j'avais, pareil, même pas me jeter des fleurs, mais j'avais bien matché avec le directeur. J'étais un peu son préféré, un peu son truc. Donc, tu vois, j'étais un peu le vagabond, frère. Le mec que tu peux. Et lui, on parle d'influence. C'était le. Il m'expliquait, il me disait toujours un truc. Et c'est là où le plus grand, j'ai compris. C'est que tout le monde a besoin de tout le monde. Ne néglige personne. En fait, lui, son association, elle a décollé. À une époque, ça s'appelle Ziva, hein. C'était la numéro 1 de l'association en France dans le soutien scolaire. Ils ont ramené des Sarkozy dans le quartier, David Guetta, ils ont ramené les plus grands politiques, comment il s'appelle, Ségolène Royal. Bref, il y a eu énormément de politiques, de personnalités. C'était la numéro 1. D'accord.
Là, lui aussi, il est plus de ce bas monde, mais il a développé l'association comme jamais. C'était vraiment un high level, vraiment, vraiment, vraiment. Tu te renseigneras sur l'association. Et, et en fait, il m'expliquait que voilà, tout le monde a besoin de tout le monde et ne négliger personne. Tu vois? Parce que lui, il avait compris dans cette gamberge qu'un politique avait besoin de cette maman qui habite au quatrième, qui n'arrive pas à porter ses courses, qui a besoin politiquement, tu vois, parce que et elle avait compris que cette maman avait besoin peut-être de ce politique, peut-être pour l'aider sur une prime ou un truc, ou, tu vois. Le riche a besoin du pauvre et le pauvre a besoin du riche. Maintenant, comment fédérer tout ça, comment créer, c'est l'association. Donc il a toujours ramené des personnalités, des trucs, des événements, il a aidé des mamans et tout. Donc il a fait énormément de choses et cette association, elle a vraiment, parce qu'ils étaient en binôme avec un autre directeur qui s'appelle Mamadou, deux fondateurs, et ils ont vraiment contribué à tout ça, à cette, cette belle chose de tu vois, la cité des Pâquerettes, elle a une vraie identité grâce à cette association. Elle est différente d'autres quartiers, puisqu'en fait, cette association, elle a eu une impact dans tout le quartier. Tu vois, il y en a qui ils ont pas côtoyé l'assaut, mais la plupart, tu vois, il y a eu un vrai truc. Et franchement, c'est vraiment une belle association. C'était une famille. Mais eux, c'est eux de base qui m'ont fait rêver. C'est eux qui m'ont fait rencontrer. En fait, c'est eux qui m'ont dit qu'il y a un autre monde derrière les immeubles là. Tu vois, derrière tout ça, il y a quelque chose. Moi, je l'ai vu avant que les autres le voient. D'accord. Parce que j'étais plus jeune, parce que je suis parti au cours Florent Pleu très tôt, parce que en fait, quand tu es petit, la première des choses que tu fais, tu vas à l'école, juste là, soit elle est en bas de ton quartier, soit elle est un peu plus loin, mais c'est ça ta vie. L'école, le quartier, c'est tes amis d'enfance, tu vas aller au foot, mais t'as rien. Mais moi, vite, tiens, là, tu sais, l'autre bout là, il y a les cours Florent. Tiens, l'autre bout, il y a un spectacle là-bas. Tiens, viens, on va faire une rencontre. Moi, j'ai fait des choses, avec eux. Un jour, on m'a appelé pour faire des spectacles devant Jacques Chirac. Ah ouais. Tu vois? Moi, je suis parti dans des ministères en train de faire des sketchs grâce à cet assaut. J'ai retrouvé dans énormément de choses. Et c'est ça où je me suis retrouvé. Tu te retrouves devant Jacques Chirac. J'ai dit, ah, fait, t'as vu? Et il me disait une phrase qui m'a, qui m'a fait rêver et qui m'a rappelé qu'en fait, il m'a dit entre toi, et à l'époque on parlait de Bush, il me dit entre toi et Bush, George Bush, il y a entre une et deux personnes. Si tu cherches bien. Comme je commençais à faire mon réseau, c'est-à-dire qu'en fait, en vrai, on n'est pas loin de n'importe qui. Tu vois. Et ce que je dis souvent, ce qu'il m'a dit, c'est rêve et après redescends. Mais rêve au début. Tu vois. Et c'est ça qui a été, c'est beau, tu vois. J'ai fait plein de trucs, je me suis jamais arrêté, tu vois. Je me suis jamais arrêté. Après, j'ai rencontré d'autres gens plus tard qui m'ont dit, on va mettre les rêves en réalité. Mais au début, il faut justement déjà commencer par la base. Commencer à rêver. Non, on peut plus, les mecs, ils ont, frère, mais des potes à moi, ils ont 40 balais, ils veulent plus rêver. Ils ont déterminé que rêver, c'était pas pour eux. Wesh. Tu veux même plus avoir du plaisir dans ton cerveau. Tu veux même plus te dire, ouais, j'ai envie d'aller habiter à Los Angeles. Mais au moins, mets-le dans ta tête. Ils veulent plus. Et après, tu dis, mais c'est normal que tu restes à la cité. Si cette option-là, tu l'as pas enclenchée. C'est vrai. Juste le truc de rêver. Ils veulent plus. J'ai des potes, ouais, mais, frère, juste mets ça, et après, le reste, on verra. Et voilà. Donc, Ziva, ça a été un tremplin dans tout. Pour moi, c'est le cordon ombilical entre tout.
entre tout, entre ma famille, ça a été des moments, entre l'humour, c'était la base, entre l'entrepreneuriat, entre tout ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je la mets au milieu. C'est beau, franchement, c'est beau. Ouais. Merci pour ce témoignage. Parce que des fois, on ne le dit pas assez, mais ces associations, elles font vraiment un bien fou Ah, mais à la société. de ouf, de ouf. Ils apportent, tu vois, ils font le travail que l'État devrait faire. Ils font le travail que des parents devraient faire. Ils font le travail que la police devrait faire. Tu vois, tu vois. Et souvent, les petits rôles comme ça, on les néglige, tu vois. C'est vrai. C'est comme quand il y a, je parle que de décès, mais il y a l'imam de mon quartier qui est décédé il y a 5 ans et tout. Et quand il est décédé, j'ai écrit un truc, mais je l'ai jamais montré à quelqu'un et tout. Mais j'avais besoin, à ce moment-là, d'écrire un truc sur lui. Tu vois? Et en fait, frère, un imam, en dehors de l'aspect religieux, un imam, qu'est-ce qu'il apporte dans le quartier? On se rend pas compte. C'est vrai. Un imam, il est là pour ton mariage, pour les belles choses. Un imam, il est là quand pour un divorce, un conflit entre les couples. Un imam, il est là pour des événements associatifs. Il vient. Un imam, il est là pour me donner de l'argent, parce que moi, en tant qu'orphelin, les imams, ils récoltaient de l'argent à la mosquée et ils m'ont redistribué. Un imam, il est là, mes frères. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, on oublie que ils ont un rôle. Et c'est pour ça qu'on on parle d'eux à la télé, mais qu'est-ce que vous me racontez? Ouais, c'est vrai. Ils ont des rôles de la vie de tous les jours. Tu crois quand t'en embrouilles avec ta femme, tu vas aller voir Macron, ou tu vas aller voir la police, frère, les gens de ce truc, ils vont peut-être aller trouver une solution religieuse avec des trucs. Donc, ils ont des rôles importants. C'est des psychologues, c'est des sociologues, Ouais. c'est tout ça. Et c'est pour ça que ça me fait rigoler quand tu les entends à la télé. Donc voilà, quoi, tu vois, il y a des personnages dans les quartiers qui ont des rôles essentiels, C'est vrai. mais qu'on met pas en avant. Pour ça, je pourrais te faire 1 heure sur Gad Elmaleh, sur Jamel. Mais en vrai, c'est des gens qui me font rêver, mais maintenant que je suis plus grand, et eux-mêmes pourront te le dire. Mais moi, c'est un imam qui me fait plus rêver maintenant que Jamel. C'est un Ouria de la Sonziva qui paye des factures. Et des fois, quand la maman, elle a pas, eh ben, elle va payer avec sa carte. Là, c'est des trucs qui me font plus rêver maintenant. C'est là où ça m'inspire. Tu vois. Donc, voilà. Ouais. En tout cas, c'est bien de le souligner. Merci à toi. Mmh. À 19 ans, tu perds ta grand-mère et tu nous disais que tu te retrouves seul. Comment tu arrives à avancer avec ça et qui fait qu'aujourd'hui tu deviens un homme, on va dire, accompli? Un homme accompli. En fait, j'étais préparé. Comme je l'ai dit dans le podcast, j'étais préparé. En fait, je m'étais préparé à que cette belle vie ait une fin. Cette vie j'ai ma grand-mère, tu vois, j'ai mon oncle, j'ai mon truc. Je savais que ça allait être une fin. Et je savais que c'était l'épicentre. Donc, quand elle est part, je savais qu'autour, ça allait devenir compliqué. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, mais chacun pense à soi. Tu peux pas, c'est humain. Tu vois, ton propre frère, tu peux l'aider, mais tu peux pas donner cœur et âme pour lui. C'est trop compliqué. Tu vois. Et encore pire quand tu as une vie de famille, quand tu as une vie, un projet artistique, quand tu as un truc, tu vois, c'est très dur. Il y a des grands hommes comme ça, mais tu vois, mais très très dur. Donc je savais, je m'étais préparé. Donc en fait, quand elle est décédée, j'avais déjà beaucoup de gens. Et j'en parle pas aussi, des fois ils m'insultent. C'est des amis aussi. J'ai vraiment, vraiment, vraiment des vrais amis. J'ai vraiment, j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai pas beaucoup, mais un gros, en vrai, quand même, plus que la normale, d'amis
sérieux au sens qui peuvent donner cœur et âme pour moi. Et moi, on a été éduqués, ma famille, la première, a été éduquée, les amis, ils vont partir. Et je leur ai toujours dit, vous vous trompez. Tout petit, je leur ai dit, c'est pas vrai. Puisque eux, quand tu vas grandir, il va rester que la famille. Ça, c'est une phrase qu'on entend tout le temps. Et moi, je pense que c'est pas vrai, ça. Pas vrai. Moi, j'ai des amis, ça fait 20 ans, on est ensemble, 30 ans. Peu importe le problème que j'ai, ils viennent à 1h, 2h, 3h du matin, que ce soit financier, que ce soit, ils sont là. À n'importe quel moment. Après, ça s'entretient des amis, c'est comme la famille. Ça s'entretient. Si tu les calcules pas et tu dis, ouais, mais pourquoi ils mettent pas, ça s'entretient l'amitié. Et donc, moi, j'ai toujours dit que mes amis, ils étaient, tu vois, ils étaient à fond, quoi. Tu vois. Donc, je me un peu plus la question. Comment tu as évolué après le décès de ta grand-mère? Ouais. Comment j'ai évolué? Bah, en fait, mes amis, ma famille, qui m'ont fait évoluer et, ma détermination. Donc, fallait, je t'ai dit, se relever. Donc, je me suis relevé rapidement, tu vois. Il y avait des choses où tu n'as pas le temps. Tu vois, tu n'as pas le temps. Quand, à la fin du mois, il y a le loyer, bon, il y a mon oncle qui m'a facilité, mais tu n'as pas le temps. À la fin, il faut manger. Tu n'as pas le temps. Mon frère, Chavé, il m'a dit de manière là, après, il avait sa vie artistique, il est parti au Japon. Juste après, quasiment un an après, tu vois, c'était mon grand frère, il est parti. Et ni je l'ai freiné, ni je lui en veux. T'as vu, vis tes rêves. Frérot, c'est ce que tu veux faire, vas-y. Donc à la fin, t'es un peu tout seul. Donc, t'as pas le temps tu dois juste faire rentrer de l'argent et après, petit à petit, t'es intelligent, t'es stratégique, t'es quelqu'un de bienveillant, donc t'es entouré de gens bienveillants. Tu vois des trucs, ils t'aident, des opportunités. Tu vois, il y a plein de choses. Donc, je me suis cassé la gueule, j'ai ouvert une pizzeria juste avant. C'était compliqué, ça marchait pas. Je racontais de ma vie à tout le monde, je me suis fait cambrioler. Plein de choses. Mais chaque fois, pas le temps de rester au sol. Donc c'est ça qui, comme tu dis, tu te relèves. Il y a pas de, il y a un ressort dans mon huc. C'est-à-dire que quand je m'assois, bah, je rebondis direct. C'est ça l'anecdote. C'était de te mettre des ressorts un peu partout pour pas rester allongé, tu vois. Et c'était comme ça, facilement. Pas facilement, mais Naturellement. automatiquement, naturellement. Ouais, c'est beau. Ensuite, tu fais pas mal de salles. Comment tu évolues en tant qu'artiste? En fait, ce qui est difficile, c'est de mélanger l'artistique et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, j'ai eu des moments de pause qui ont pris du temps. C'est ça qui m'a valu du tort. Tu vois, souvent, les artistes sont à fond dans l'humour. Tu vois, ils vont à droite, à gauche, là, ils vivent. Moi, j'ai pas voulu avoir cette vie-là. Parce que je voulais avoir déjà une stabilité financière. Tu vois, je voulais avoir du recul sur l'humour. Parce que des fois, quand t'es trop à fond, bah, des fois, t'oublies la vraie vie. Tu vois, c'est vrai, hein, parce que t'as vu, quand t'es dans l'humour, t'as vu, t'es sur Paris, que entouré des bluffeurs, tu fais le mythomane, tu revis, t'oublies un peu cette vie, tu vois. Donc j'ai besoin d'une stabilité aussi en dehors. C'est pour ça que j'entreprends à droite, à gauche. C'est pour ça que je reste dans l'assaut. Et c'est pour ça. C'est juste pour, tu vois, se rappeler que l'humour, c'est pas la vraie vie, tu vois. C'est pas la vraie. C'est pas c'est pas ta vie, c'est pas ma vie. C'est une partie de ma vie, tu vois. Genre, l'humour en lui-même, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est des choses intéressantes, l'écriture, le truc, monter sur scène, raconter le truc. Mais ce qui est moins intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour, tu vois. Donc, en vrai, j'ai évolué, j'ai essayé d'évoluer comme ça, tu vois,
en jouant dans plein de comedy clubs, en, en mélangeant, en mélangeant ma vie un peu perso de mon entrepreneuriat et tout, avec l'humour, ça a fait des rencontres, des trucs, tu vois. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que je fais plein de scènes, tu vois. J'ai, j'ai fait des trucs, des projets avec le Watibé, à l'époque c'était Watch Comedy, on a fait le Jamel Comedy Club, j'ai fait des premières parties de grands humoristes dans des grandes salles. J'ai fait mon spectacle pendant longtemps au gymnase et à l'Apollo Théâtre. Donc, en vrai, c'est le taf qui fait que tu évolues de salle en salle, tu vois, de comédie club en comédie club. Tu apportes une crédibilité vis-à-vis de tes sketchs. Tu évolues parce que ta plume, elle devient de mieux en mieux, tu vois. Mais en vrai, c'est quelque chose de... L'humour, c'est quelque chose de... Plus... En fait, c'est différent un peu du foot ou du sport. C'est que plus tu vieillis, et tu peux vieillir, et plus, en fait, ta plume, elle devient plus intéressante. Ok. C'est pas, tu sais, quand au foot, plus t'es jeune, après, quand tu vieillis, t'es en fin de jeu. Bah là, non, plus tu vois. Et c'est là où l'humour, elle débute en France, parce que les stand-uppers américains, ils ont 40, 50, Ah, 60, 60 ans, les humoristes. Tu vois, nous, les humoristes, là, c'est des humoristes de 20 ans, de 30 ans, là, ça commence à évoluer un petit peu, ça augmente. Mais en vrai, quand t'es au max de ton truc, c'est que t'as bossé pendant 10, 15 ans. C'est là où, pour ça, tu vois, il y a plein d'humoristes qui se révèlent au dernier moment. Même si mm. c'est pas Mustapha El Atrassi, c'est un peu trash qui dit, mais tu vois, il est revenu à la réalité, à sa réalité à lui, euh, au bout de, tu vois, avec 15 ans de métier. Tu vois, il était en train de faire des blagues qui ne correspondaient pas forcément. Et là, il est revenu en se disant, j'ai envie de faire ça maintenant, tu vois. Et, et, et c'est ça, tu vois. C'est, parce que l'humour, en fait, quand tu évolues, il y a trop de trucs à dire. Trop de trucs intéressants. Tout est intéressant. Le monde, il va tellement mal, les gens, ils sont tellement bizarres que tu peux. Là, on peut écrire un sketch de 5 minutes juste sur ce podcast. Je te jure. Il y a trop d'angles intéressants. Donc voilà, quoi. Après, il faut être un peu intelligent, savoir l'apporter. C'est là où l'importance de la lecture, l'importance de le manquement que j'avais quand j'étais jeune, c'est là où je la vois. Rester sur une feuille, écrire, prendre du temps. Tout ça, c'est des trucs que je suis en train de réapprendre, que j'ai commencé, tu vois. Mais se retrouver sur une feuille et tout, waouh, ça a été dur. Hein. Tu vois, réécrire, tu vois, oh, c'est chiant. Aller chercher tu vois, tu veux parler un truc sur les écureuils, aller te renseigner sur les écureuils, trouver des angles, des trucs. Toi, tu veux juste faire de l'argent. Hein. Donc tu vas réécrire sur les écureuils, c'est très dur. Mais c'est pour ça, la lecture, la richesse. J'ai écrit un scénario, un film, qui s'appelle La richesse. Putain, la richesse des livres. Putain, je me rappelle même plus comment. Je me rappelle même plus. Et je l'ai tellement mis sur le côté là en ce moment que je me rappelle plus. Mais en gros, c'est l'histoire d'un. C'est un peu cette histoire un petit peu, un peu moins, un peu. C'est un jeune qui va voir un sage dans son quartier et qui lui dit que la richesse est dans les livres. Et lui, en fait, il croit que tout le film va se baser sur cette richesse. Il pense qu'il y a de l'argent à se faire avec les livres. Donc il va aller se trouver, il va rencontrer une fille sur Paris, une blanche, lui, il s'appelle Belette, il va rencontrer une fille qui va lui dire, en gros, moi je travaille dans un magasin. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait Gilbert Jeune, où tu revendais des livres. Il lui dit, moi, les gens, ils me donnent des livres, je les rachète. Donc lui, il va faire un business de livres et tout, pour gagner de l'argent. Et en fait, à la fin, elle est simple, mais il va se retrouver dans la galère, il va ouvrir les livres et commencer à lire par amour par rapport à elle. Et il va se rendre compte que la vraie richesse, elle est dans les livres. Donc, et c'est pour ça que je dis, lire, c'est ce qui nous manque. On a dans nos quartiers, c'est ce qui nous manque. C'est vrai. Les petits, plus personne ne veut lire, plus de trucs, avec les trucs. Et ça, c'est très dur.
Toi, en tant que père, là, donner l'amour des livres à ma fille, déjà, ça va être un délire. Parce que même moi, je l'ai pas. Donc, il faut que je me force. Mais c'est un délire. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Franchement, Ouais, merci à toi, Morad. Après, dans ta carrière, je l'ai dit au début, tu as été acteur. Tu as fait un film, enfin, tu as eu un rôle dans un film plutôt. Nuit, sa mère, sa mère. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, comment tu es arrivé à ça et comment ça s'est passé? Euh, alors, Neuilly, sa mère, c'était un film. Bah, moi, déjà, le Neuilly, sa mère, il m'avait fait kiffer, il m'avait fait rêver. Franchement, quand j'étais petit, c'était tellement drôle. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, en gros, des fois, il y a des films, quand t'es jeune, tu les regardes. Je dis, mais c'est tellement drôle. C'était mon délire, Neuilly, sa mère. Neuilly, c'est à côté de chez moi. Je passe tout le temps parce que moi c'est encore plus pour nous les gens qui habitent dans les Hauts-de-Seine proches de Lille. Nous lui bah, quand je parlais des bêtises, nous on allait leur voler des téléphones devant le collège nuit, tu vois. On allait là-bas, on allait que Dieu me pardonne, tu vois. Mais on a été fous, on a été mais nuit c'était le moi je c'était tout pour moi, Neuilly. Moi, en tant que livreur de pizza, quand je livre à Neuilly et qu'il y avait un canapé dans le Porsche, dans le bâtiment, c'est. Nous, les canapés, c'est la daronne qui l'avait jeté avec plein de trous, les mecs l'utilisaient. C'était un vrai canapé avec un vase, avec des fleurs. Donc, Neuilly, ça a toujours été pour moi le Graal, tu vois, c'est Sarkozy, quoi. Et, euh, et donc, le film, en même temps, il me parlait comme jamais, je l'ai kiffé. Le réalisateur qui s'appelle Jamel Ben Salah, quand il est venu et qu'il a écrit son scénario avec au Pablo Picasso, tu vois, et qui cherchait il cherchait un mec de Nanterre connu, tu vois. Donc, tu vois, on s'est appelé, il m'a proposé ce truc-là, et c'était vraiment cool parce que je trouvais, euh, je trouvais que Jamel Ben Salah, déjà, je le kiffais, ce réalisateur, parce que il avait fait trop de tubes. Il était une fois dans l'Oued et tout, c'était que des. C'est-à-dire, ce mec-là, déjà, pour moi, la comédie, c'était lui. Il avait, et surtout ses premiers films. Moi, j'ai kiffé ses premiers films. Les derniers, je les ai pas vus, tu vois. Euh, tu vois, après, il y en a, je n'ai pas trop kiffé. Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un, il s'appelle. Pas trop kiffé avec des meufs en burqa, là. Il y en a, Boudère et tout, là. Je sais plus c'était quoi. J'avais pas kiffé. En tout cas, celui-là, lui, sa mère, il faut de l'eau, et je trouve que c'était vraiment des tubes. C'est vraiment au max de la comédie, tu vois. Et donc, et je le croisais. Pour plus anecdote, je le croisais à la mosquée de Gennevilliers. Et moi, tout intimide, j'étais trop timide, j'allais jamais le voir. Un jour, je dis bonjour, je suis humoriste. Tout m'a dit, ah, ça va. Tu vois, sortant de la mosquée, déjà, lui, il se dit, oh, là, la mosquée vient, t'as vu, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est comme moi, l'autre fois, il y a un mec qui m'a demandé une photo dans la mosquée. Je me suis dit, mais il est fou, lui. Voilà, les gens, ils ont pas honte, voilà. Je suis gêné, t'es comme ça, truc. Et donc, mais j'étais petit, j'ai fait la même chose. Pas une photo, mais tu vois, j'étais dans la mosquée, je le croisais pendant le ramadan, tu vois, au Talawah et tout. Donc, pendant les moments de pause, ça sortait dehors, je l'ai intercepté et tout. Donc, en gros, voilà, je kiffais ce réalisateur. Il m'a contacté, on a discuté, il m'a dit avec plaisir. C'était un mec je trouvais, dans la discussion, qui était vraiment proche de moi. Tu vois, j'étais pas obligé de faire le bluffeur et tout. Et voilà, tu vois, et ça c'est. Le tournage était vraiment propre. C'était la première fois que je faisais un film. Donc, c'est un autre level. Tout le monde est autour de toi, t'es l'acteur, tu te retrouves avec des grands acteurs. Ça faisait plaisir. Je me suis retrouvé avec. Comment c'est? J'ai oublié son nom. Tu m'as dit tout à l'heure, là. Julien Courbet? Julien Courbet, excuse-moi. Julien Courbet, qui est fois dans l'Oued, c'est mon idole. Je le kiffe trop. Et une fois dans l'Oued, et je me retrouve à faire des scènes avec lui.
Donc, c'était vraiment quelque chose une belle expérience. Mais ça bat pas la scène. Parce que le rapport que, et parce qu'en fait, un film, quand il est mauvais, tu peux en vouloir, pas que au réalisateur. Il y a trop d'éléments. Tu passes de. C'est pour ça, mon histoire là que je te raconte, tu vois, je te la raconte comme ça. Peut-être qu'à la fin, tu vas le voir, tu vas te dire, mais c'est nul. Parce qu'en fait, il y a l'écriture. Après, il y a les producteurs qui vont peut-être modifier des trucs. Parce que c'est pas cohérent. Après, il y a les acteurs. Après, il y a le réalisateur qui apporte une touche. Après, il y a le monteur. Et tout ça fait qu'en fait, il y a trop d'éléments pour arriver. Et moi, c'est ce côté filtre qui m'agace. Tu vois? C'est un truc qui m'agace, tu vois. Ouais, par exemple, lui et sa mère, j'ai tourné des scènes incroyables, tu vois, dans des marchés. Et j'ai eu 4 jours de tournage. Il n'y a rien qui était dedans. Tu vois. Et donc, il y a eu d'autres scènes qui étaient dedans, mais ils ont enlevé des grosses parties. D'accord. Donc, c'est pour ça que la scène, je la préfère, parce que la scène, tu as vu, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il rigole ou il rigole pas. Tu vois. Et ça, c'est vrai. C'est à la boxe. C'est comme. C'est un ring, tu vois. C'est le coup, soit tu te le manges, soit tu ne le manges pas. Quand tu envoies une vanne et je te raconte jamais et que personne rigole, frérot, c'est comme si tu étais à la boxe et tu mangeais des coups. Hein. Je te jure, pas faire rire sur une scène. Bon, maintenant, je suis pro, donc j'arrive à, même si ça rigole pas, parce qu'on toujours, il y a des moments où ça rigole pas, parce qu'on teste des vannes, des nouvelles, trucs que t'as écrit, donc ça, mais on a des petites feintes pour que ça s'améliore. Tu vois. Donc, c'est comme un ring, en fait. Et c'est pour ça que les comédie clubs, bon, nous, les humoristes, on considère ça comme une salle d'entraînement. C'est une salle de sport. On appelle la salle du sport. Salle de sport. Parce que c'est là où, c'est comme les mecs vont faire leur pompe, ben c'est là où on vient faire nos premières vannes. Les premières vannes qui sont brutes de brutes. Donc voilà. C'est quoi ton actualité? Bah, mon actualité, c'est que je vends du riz et du poulet. Non, mon actualité, là, je finis de mettre le resto sur pattes là pendant moins encore un petit mois là. Je me suis donné comme objectif et j'ai fait une pause de 3 mois là. Et en septembre, je reprends le spectacle, je reprends les comédie clubs, je reprends le contenu vidéo. Là, je suis en train de m'organiser avec un monteur, avec tout ça là pour bosser un peu. Donc là, on est en train de s'organiser. C'est l'été, en mode tranquille et on reprend. Et j'ai une petite actualité un peu discrète là que je peux pas dévoiler tant qu'elle n'est pas un peu officielle et qui arrive aussi. Mais franchement, détendu, heureux grâce à Dieu. Donc en vrai, on y va tranquille maintenant, tu vois. On y va, on, on y va avec un peu de recul parce que je finis avec ça et après parce que je dois partir parce que tu vas pas me lâcher. Je finis avec un dernier truc. J'ai eu la chance et voilà pour moi c'est une très grande chance d'avoir une discussion avec une grande dame qui s'appelle James et, et c'est la personne qui m'a réveillé le plus dans le game. Quand je discute avec toi, tu, tu peux tu peux pas me réveiller autant qu'un artiste parce que tu vas me réveiller en tant que personne, peut-être en tant que grand frère, en tant que peut-être religieux, en me disant des trucs. Mais en fait, Diams, elle m'a dit des mots qui étaient percutants. Elle, a, elle vise au bon endroit. Tu vois. Et un jour, on était au resto avec son mari, elle, moi et un ami. Et elle m'a dit, tu vois, Mourad, tout ce que tu es en train de vivre, je l'ai vécu fois 8. Tu vois, Mourad, tout ce que tu rêves de vivre,
Je l'ai vécu. Tu vois, Mourad, ce que dans ta tête, t'as pas imaginé, mais qui allait t'arriver, je l'ai vécu. Et elle m'a dit, eh ben, tout ça, t'as vu, c'était une prison dorée pour moi. Et elle m'a dit, en fait, la question, c'est que je me suis souvent dit, après quoi je cours. Parce que c'est vrai, quand tu es dans un milieu artistique, même en fait, artistique ou pas, même dans l'entrepreneuriat et tout, on m'a dit, on court. Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté et on s'est déjà dit, après quoi je cours? Tu vois. Et venant d'elle, déjà que je kiffais cet artiste, je sais son parcours. J'ai lu, moi qui lis jamais, j'ai racheté des livres entre temps, mais c'est le premier livre que j'ai acheté, le livre de James, où elle racontait ses histoires, elle parlait de, parce qu'elle aussi, elle a un lien avec Jamel Debbouze, des trucs, il l'a ramené à Los Angeles, nous, Snoop Dogg, les trucs, elle a vécu des choses. Et en fait, elle m'a dit ça, et je dis, ah ouais, quand même. Tu vois. Donc, après quoi on court? Tu vois. Mais au moins là, j'essaye d'avoir des réponses pour que je sois plus cohérent avec moi-même. Tu vois. Même si je fais des choses qui sont mauvaises, tu vois, je ne vais pas dire que tout est bien, tout est licite, mais au moins que j'ai des réponses. Tu vois, après quoi je cours. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, dans l'humour, je cours pourquoi? Est-ce que je cours pour dire des choses ou est-ce que je cours pour faire rire? Et donc, elle m'a réveillé, et c'est le mot de la fin, Jams, cœur sur elle. Franchement magnifique. Ouais. Merci à toi, Mourad, en espérant avoir James. Elle est tellement sage que franchement, ça serait même un kiff pour nous d'avoir sur le podcast Les Anciens. Franchement, c'est... Bref, c'est déjà le fait. Il y a elle et le deuxième, il est là, c'est Zizou, je l'ai vu il y a... Magnifique. Je l'ai vu j'ai eu la chance de le voir, c'est les deux personnes que j'aime beaucoup en ce moment. Mourad, super, merci beaucoup. Merci franchement, j'ai passé un super moment avec toi. Franchement, merci de t'être un peu livré sur ta vie. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, les anciens. En tout cas, force à vous. J'espère que vous en faites vous allez en faire plusieurs avec des gens, personnalités différentes, mais des gens surtout différents avec des parcours. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Il y a beaucoup plus intéressant que Mourad. Il y a des gens qui ont ouais, Mourad est très intéressant. Crois-moi. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Bon, pour les auditeurs, encore une fois, merci d'être resté jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et on vous dit à très vite avec un nouvel invité.